Lanegarpin, pin et châtaignier et herbe de fauche. Pradanti, herbe de fauche. Pradanent, herbe de fauche. Arvergeis, le verger, avec arbres fruitiers, pommes, poires, noix, cerises, prunelles, coings, groseilles, cassis, littérature, etc. présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, nous sommes le 22 mars 2024, c'est le deuxième jour du printemps. C'est la 44e séance des Parleuses. Nous sommes au Metz-sur-Seine, à la bibliothèque départementale de Seine-et-Marne. Merci à Valérie Petit et à Catherine Evrard pour l'invitation et à Aline Bernard pour le soutien à l'organisation. J'ai la joie d'être à côté de Juliette Rousseau. Juliette, tu es née en 86 dans un petit village de Bretagne en Ille-et-Vilaine. Tu explores différentes formes d'écriture et leur potentiel émancipateur. En 2018, à la suite de la coordination de la coalition contre la COP21, en 2015, tu publies Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Cambourakis. Pour écrire ce livre, tu pars à l'encontre de collectifs en lutte contre les rapports de domination liés à la classe, au genre, à la race ou encore à la condition physique et mentale. Ces collectifs ayant également en commun d'interroger l'existence et la reproduction de ces mêmes rapports de domination dans leurs propres organisations. En 2021, aux éditions du commun, où tu deviendras éditrice, tu traduis l'excellent Joie militante de Carla Berman et Nick Montgomery. Et récemment, en 2022, à nouveau aux éditions Cambourakis, tu publies La vie têtue, un magnifique récit poétique sur le retour, le deuil et, à juste titre, la vie têtue. Et parce qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises d'Angela Duval, il y a quelques mois, quand je t'appelle pour te proposer de faire une séance des Parleuses sur elle, tu me réponds « C'est fou, je pense tellement à elle en ce moment ». Je te laisse la parole. Arlin, gridien, ared. Dre wachein sper nenet. Sonon rawar wa fun, wa blevad drez luziet. Un frisson court dans mon dos plein d'épines. Sur ma tête, ma chevelure de ronce se raidit. Ma dernière heure a sonné. Fini mon malheur en ce monde. Le sol bouge. Les arbres tremblent. Mais que vois-je? Ce n'est pas la mort. C'est un grand diable armé de griffes qui s'en vient me hacher, me dépecer. Le bulldozer rouge à l'énorme pelle vient m'ensevelir dans la fosse. Ah, que l'acier de tes griffes trempe dans le sang pur de mes racines, ainsi que les mains du bourreau dans celui du martyr, tandis que mon âme flottera légère dans le duvet de ma poussière. Nuages portés par le souffle très haut par-dessus les collines vers un paradis, le paradis des vieux talus. Le talus, 25 mars 1963, dans le livre Les 4 poires, publié chez Cobb Braise en 2021. Angela, j'entends tes sabots claquer. La nuit tombe et tu reviens peut-être de l'étable ou des champs. La journée pèse lourd, endiguée dans la jupe et les bas de laine. C'est le corps bientôt déposé devant l'âtre. Ici aussi, il fait nuit. La maison est silencieuse. Sous la seule lumière allumée, je déroule doucement la reproduction du portrait d'un vieil homme sous les yeux d'un autre vieil homme attentif. Mon père vient d'aller fermer aux poules, traversant le hameau pour la dernière fois de la journée. Du réveil au coucher, il y trouve à faire, sillonnant ce même terrain depuis 50 ans. Quand je me représente sa vie, je pense à ce mouvement continu, d'un bout à l'autre du village, un outil en main,
ou une berouette devant lui, les épaules tombant peu à peu, sur ses lèvres le murmure de ce qu'il préfère garder pour lui-même. Tes œufs par héritage. Sur la photographie en noir et blanc, un vieil homme est assis sur des marches en pierre. Il a les jambes longues et menues, refermées pour accueillir le petit chien qui vient s'y lever. Derrière lui, une canne en bois sculpté repose contre un mur. Les déliés et la douceur de l'âge rendu à la vulnérabilité. Ses yeux se ferment sur un sourire tendre, sa tête penche légèrement vers l'arrière, comme pour un dernier départ. Une photographie de vieux bretons. Oh! Des boutoucouettes. Le visage de mon père se déplie tout d'un coup. Ils se mettent à énumérer les sabots, le gilet, les culottes. Tout, me dit-il joyeux. Je reconnais tout. C'est fou, Angela. Comme la mémoire soudaine de ce qui fut vivant avant d'être terrassé à quelque chose d'un premier soleil. Tout s'éclaire, y compris ce qu'on ne savait pas être dans l'ombre. Et dans cette lumière vive, 2 mots, comme des galets. Des boutoucouettes, Angela. Comme ceux que tu portes sur les photos et dans les quelques films où l'on t'aperçoit à la fin de ta vie. Des boutoucouettes aussi, au pied de mon arrière-grand-mère Rosalie, qui est de ta génération, celle qui a connu les 2 guerres, puis la fin de la paysannerie, une 3e guerre sans nom ni mémoire. Elle effleure les rares photos de cette époque comme un silence ému, ses chevilles maigres flottant dans ses sabots. Des boutoucouettes encore, et mes pieds d'enfant, sous lesquels on m'avait appris à mettre de la paille pour supporter la rigidité du bois. Des boutoucouettes que mon père est incapable d'orthographier, suspendues au mot des siens, dont il n'a pas appris à revendiquer la mémoire. Mais des boutoucouettes tout de même, qu'il prononce avec la tendresse que prend une langue qui se laisse être, malgré tout. Je te regarde, Angela, mais je ne sais pas si je te vois. En filigrane, c'est Rosalie. Une vie de labeur sans rien laisser derrière soi. Des silences, des interrogations, une éraflure en héritage. Rosalie n'écrivait pas ni ne lisait. Elle était, pour ainsi dire, analphabète, dépourvue d'alphabet. Mais pas toi, Angela. Toi, tu as écrit dès que tu en as eu l'occasion. Libérée du poids de tes parents, rendue seule à ta ferme, tu t'es mise à écrire sans plus t'arrêter. Après ta journée de 10 ou 12 heures, quand tout était fait à la ferme, tu laissais 2 heures au papier. Une paysanne poétesse, c'est presque une incongruité dans un monde qui s'en est tellement pris à l'autonomie des femmes et à la paysannerie. Comment t'es-tu extirpée, toi, de la bouche noire et brûlante qui a avalé toutes nos aïeules pour nous accoucher au silence ? Je t'observe et je liste les conditions de l'échappée. L'éducation d'abord. Une éducation primaire minimale, comme c'était le cas des enfants de ta condition au début du XXe siècle. Et puis, une certaine passion pour la lecture. Chez toi, on parle breton, mais à l'école, c'est le français qu'il faut apprendre à parler, à lire et à écrire. L'écriture te vient donc d'abord par une dépossession, un écartèlement, que tu travailleras à réparer par la suite, en lisant avec avidité toutes les publications en breton, puis en privilégiant d'écrire dans cette langue,
que tu n'auras de cesse d'enrichir tout au long de ta vie. De la langue, tu fais ton terrier, un aménagement perpétuel, le labeur d'une existence. Mais ton salut, tu le dois aussi à la perspicacité qui t'a tenu loin du mariage, jusqu'à faire de toi une célibataire de condition. J'aimais trop ma liberté et la terre, expliques-tu à Roger Laouénan, qui écrit ta biographie au début des années 1970. Les hommes, la plupart, sont des ivrognes qui ne t'inspirent que du mépris. Hors de question d'en laisser un revendiquer la possession de ce dont tu sais si bien t'occuper seul. La ferme dont tu hérites se transmet de mère en fille dans ta famille, et c'est tant mieux. Fille unique, tu t'es occupée de tes parents jusqu'à leur mort, à laquelle tu as aussi survécu, malgré tes craintes. Ta mère, qui est la dernière à partir, le fait pendant les moissons. Tu dis alors que la terre t'a sauvée, t'empêchant de sombrer tout à fait dans le deuil. Le blé te réclamait, tes bêtes devaient manger, la vie continuait, même dans l'absence terrible de ton dernier parent et la solitude qui s'ouvrait alors devant toi. Enfin et surtout, ton épine dorsale, c'est ta relation au lieu que tu habites, source de joies intarissables, et la volonté qui peu à peu te saisit d'en transmettre à tout prix l'essence. Ton amour des bêtes que tu te dis incapable de tuer ou de voir mourir, ta connaissance des plantes autochtones et de leurs vertus médicinales, la contemplation qui te saisit en toute saison, alors que tu laboures ou que tu fauches, devant la beauté sans cesse renouvelée de tes terres. Le 28 décembre 1971, la France te découvre à la télévision. André Voisin, qui présente alors sur la première chaîne une émission appelée « Les Conteurs », est venu à ta rencontre, chez toi, dans ton hameau du Trégor. Pendant 40 minutes, on peut t'y voir et t'y entendre dispenser tes sagesses et ta poésie de paysanne bretonne. Tu y parles de tes chants comme des vers d'un poème, et tu y défends la vie paysanne et ta langue, toutes deux maltraitées par la modernité et l'État français. Subjugués, les spectateurs et spectatrices tombent en amour pour ta pensée et ton mode de vie. Dans les semaines et les mois qui suivent, il et elle t'écrivent et vont jusqu'à venir te rendre visite chez toi, ce qui, rapidement, t'irrite. Je me demande comment fait Brigitte Bardot. Commentes-tu, facétieuse. Car tu ne cherches pas à ce qu'on t'admire. Ce que tu voudrais avant tout, c'est qu'on partage ton amour de la vie paysanne et ton refus de la voir disparaître. Il faut dire aussi que parmi celles et ceux qui te visitent, il y a beaucoup d'étrangers, comme tu les appelles. Des Français qui aiment à venir passer l'été en Bretagne, fervents consommateurs de folklore breton, dont tu pressens que tu commences déjà à faire partie. Avec du recul, tu dis que tu n'aurais jamais consenti à parler devant les engins des gars de la télévision si tu avais su le chambardement que cela amènerait dans ta vie. Et tu précises. Si je le fais, ce n'est pas pour moi, croyez-le bien, mais pour l'EMSAV, pour faire connaître un tant soit peu la Bretagne et ses problèmes. Et aussi à cause des paysans. Nous avons été si méprisés, si dominés. Voilà, Angela, ce qui te mène. C'est d'abord par l'EMSAV, le mouvement breton, auquel tu participes en publiant des poèmes dans les nombreux journaux en langue bretonne, que tu acquiers une certaine notoriété. Les jeunes épris de leur patrie voient en toi la muse d'une Bretagne éternelle. Car tu es une fervente défenseuse de la Bretagne libre, à cette époque où le FLB pose des bombes par dizaines, où le renouveau celtique bat son plein, et où le projet de faire de la Bretagne une grande région agricole au service de la France et du monde, et surtout au service du capitalisme, redéfinit par tous les territoires dans la plus grande violence. Des vers, oui, j'en écris, mais il me déplaît d'être sacrée barde.
Mon métier de tout temps a été de trancher les lombrics. Et je parle à mes bêtes comme à des personnes. Mon métier m'a toujours plu, comme l'eau plaît aux poissons. Il est des choses cependant qui me déplaisent, et je me dois de le dire. Il me déplaît de voir les campagnes de mon pays retourner en friche, en refuge pour bêtes sauvages. Il me déplaît de voir les bâtiments de mon pays passer pour une poignée de papier entre les mains de l'étranger. Je ne puis souffrir d'aucune façon que soit arasé sans pitié ni raison les talus de mon pays, cadres et armatures des pays celtes, et que soit vendue à l'oppresseur goguenard la force et la vie libre. De notre jeunesse accourant vers les villes, il me déplaît de voir les anciens de mon pays pleurant leur peine perdue aux hospices de mort, et les pauvres mamans de mon pays parlant à leurs enfants la langue de l'oppresseur. Crime la chaîne brisée, crime la race empoisonnée, et nul n'élève la voix, personne ou si peu. Angela, sais-tu qu'aujourd'hui on trouve parfois, dans ces lieux javélisés où l'on confine la vieillesse, des personnes rendues à leur prime enfance par une maladie bien connue et qui, ne sachant plus parler que le breton, la langue maternelle déchue, n'ont plus personne avec qui converser dans leur entourage? Tu es la poétesse d'un monde qui meurt, Angela, et tu le sais. Tu écris dans ce même geste paysan qui consiste à mettre au travail pour nourrir, conserver, subsister. Les mots alignés comme autant de petits gestes quotidiens qui tiennent le fort d'une existence incorporée à son monde. La terre t'a sauvé autant qu'elle t'a tenu. Et d'ailleurs, c'est toujours à partir d'elle que tu écris. Chez toi, les poèmes commencent à l'orée des champs, et lutter contre l'arasement du territoire, c'est, d'une certaine manière, en défendre le texte. Je repense à Rosalie, mon aïeule analphabète, et j'imagine qu'elle ne manquait pas du langage sans lettres et de la poésie sans écrit des paysans que tu t'es donné la charge de consigner, Angela. À Roger Laouénan, tu décris la ferme de Tranwandour, ses parcelles et leur culture, et c'est déjà un poème. Parc Loise, avoine. Parc Aller, blé, pommes de terre, betteraves, trèfle violet de Bretagne. Parc Creise, avoine. Parc Arroide, foin terrien. Parc Artrand, pâture. Poulang Coubillan, foin terrien. Poulang Coubra, foin terrien. Laneg Guillan, foin terrien. Parc Andril, foin. Ogel Arroide, foin. Poulang Couiselan, genêt. Al Laneg, ajon. Arroide, bois à feu et bois d'œuvre. Pradar Poulankou, herbe de fauche. Ar Pouloukreise, bosquet de saule. Laneg Arpin, pin et châtaignier et herbe de fauche. Pradanti, herbe de fauche. Pradan Ent, herbe de fauche. Ar Vergeise, le verger, avec arbres fruitiers, pommes, poires, noix, cerises, prunelles, coings, groseilles, cassis, framboises, nèfles. Les parcelles n'ont plus de nom à présent, Angela. Leur cadence est monotone et réduite à une rotation menue. Chez moi, maïs, blé, colza, prairie pour les vaches. Encore que, le plus souvent, les vaches occupent l'espace réglementaire qui sépare les champs dans lesquels on a recours à des intrants et les ruisseaux, prétendant protéger ces derniers du poison. Une bande de quelques mètres de largeur, un corridor, le long duquel les vaches vont et viennent. Elles sont désormais des vaches tampons, des vaches buvards, 700 kilos de chair tendre assignés au travail qui consiste à éponger les maux du monde. Et pour saisir tout à fait la partition du territoire, ajoute-y
camion, abattoir, camion, laiterie, autoroute, camion, parc éolien, ombrière photovoltaïque, méthaniseur, camion. Entre tout cela, Angela, il faut respirer petit désormais, se glisser dans les failles et les fossés pour se rappeler au monde qui fut le tien. Ma génération a grandi comme ça, entre les monstres, dans les interstices, avec la ciguë et les parelles, mémoires obstinées des fossés. Ainsi, Angela, quand tu montes sur tes talus pour empêcher les bulldozers de venir faire leur triste travail de démembrement, tu ne t'y trompes pas. C'est la poésie que tu défends avant tout, car, tu n'auras de cesse de le dire, la poésie et la terre vont ensemble. De toi-même, tu dis que tu t'efforces d'être l'interprète de la terre, qui est pour toi comme un grand livre, dont chaque jour est une nouvelle page. Tu devrais les voir aujourd'hui, Angela, la plupart de ceux qui sont restés accrochés à la terre. La poésie leur manque à en crever. C'est peut-être là l'un des symptômes de la grande dégringolade du monde, la rupture entre la poésie et les travailleurs et travailleuses, une dépossession. Les mains qui manipulent la terre ou la merde pour la plupart n'écrivent pas. Les langues ne chantent plus, ne racontent plus. Ce qui se transmettait par les contes et les légendes a disparu. Et les mots, comme ils sont articulés aujourd'hui, à l'extrême opposé de ces endroits où l'on produit le monde en silence et dans l'agonie, manquent cruellement du savoir de subsistance et de soins que la terre enseigne. Ils sont sans responsabilité désormais. Tu as vu les changements se faire, tu les as pointés du doigt dans tes textes, les as affrontés avec tes outils, les mots et la faux. Tu avais bien compris la mécanique de la dette et ce qu'elle engendrerait pour les paysans, qui n'ont eu d'autre choix que s'endetter pour acquérir les machines désormais nécessaires aux champs monumentaux qui naissaient sur les cadavres des petites parcelles. Tu avais aussi compris que cette prédation aggravée de la terre n'était pas de bon augure. Tu rappelais à qui voulait l'entendre qu'il ne fallait surtout pas trop lui prendre, qu'il fallait continuer à vivre avec elle, et que si la vie de paysan était dure, elle était généreuse aussi, comme la terre. Tu disais que celui qui se voue totalement aux machines se rend esclave. Je te crois, Angela. De ce point de vue, un monde, plusieurs, nous séparent, toi et moi. Moi qui passe le plus clair de mon temps les yeux rivés à un écran, moi qui soulève des poids pour réveiller mon corps à ses capacités et qui glose sur les petits pois ou les fèves que j'arrive maladroitement à faire pousser, mais qui ne suffiront jamais à nourrir les miennes. Je me sens moi aussi comme une dépossédée. Je n'ai pas hérité des savoirs et des pratiques de l'autonomie paysanne, mais j'en ai conservé la conscience. C'est avec elle que j'écris. Chez moi, on a souvent raconté l'histoire d'Eugène, le mari de Rosalie. Celui-ci lui a survécu pendant 15 ans. 15 années qu'il a passées seul à la ferme en compagnie de ses bêtes, refusant d'aller vivre chez ses filles ou pire, dans un hospice. Il a continué à tout faire lui-même, le corps déclinant, avec ses quelques bêtes et ses quelques hectares. Tout, plutôt que céder cette autonomie-là, celle qui consiste à produire soi-même les conditions de son existence. Il a fini malheureux, cependant, témoin d'un monde à l'agonie, esselé et sans les mots pour le dire. De lui nous restent quelques lettres peu disertes adressées à ma grand-mère, à la calligraphie maladroite et semée de fautes. Le monde les voyait disparaître en se frottant les mains, et jusqu'à l'absence de l'écriture chez eux, dans une société qui en a fait un des instruments du pouvoir, leur signifiait que leur vie ne méritait pas d'être transmise. Je n'ai pas conservé l'autonomie, mais je porte la marque de son absence. Elle a un goût ferrugineux, celui de la honte, qui imbibe jusqu'à l'écriture, surtout l'écriture.
Aujourd'hui, il est communément accepté que vos vies paysannes étaient dures, trop dures, que la modernisation nous en a délivrés. On n'a pas les mots pour nommer ce à quoi il a fallu renoncer en chemin. L'autonomie et la poésie. Dame, non, on n'y pense pas, ça vaut mieux. Pourtant, je crois que c'est ce qui a été le plus dur à vous arracher. Toi, Angela, tu es le témoin de la génération de la rupture, celle à laquelle le fil, longtemps rogné, se rompt définitivement. Mais le travail de sape commence bien avant. Si j'écris à l'ombre de ma lampe des vers maladroits et creux, avec ce petit outil mal assuré dans ma main lasse, si j'écris le soir, au dos d'enveloppe des poèmes humbles, Camelot, où l'on ne trouve que des fleurs sauvages et quelques miettes d'amour, car tout cela, je le fais pour ceux que j'aime. Mais j'écris, moi, d'autres poèmes, et ce n'est pas à l'ombre de ma lampe, mais à la lumière du soleil. Ce n'est pas au dos des enveloppes, mais sur la poitrine nue de celui que j'aime, sur la peau nue du pays que j'aime. Ce n'est pas avec un outil que j'écris, mais avec des instruments d'acier. Je ne parle pas de lance ou d'épée. Mes instruments sont de paix et de culture. Je n'écris pas des vers de 12 pieds, en comptant sur mes doigts, mais de 12 fois 12 enjambées, et plus. Mes vers, je les écris avec l'acier tranchant de ma faux. Andin après andin dans les cheveux blonds de mon pays, le soleil en fait des poèmes aromatiques que mes vaches ruminent pendant les nuits d'hiver. Mes vers, je les écris avec le soc de la charrue, dans la chair vivante de ma Bretagne, sillon après sillon. J'y dissimule des graines d'or. Le printemps en fera des poèmes, mer d'émeraude ondulant dans la brise. L'été en fera des étangs d'épis. Le vent d'août les mettra en musique. Et le cœur de la batteuse me chantera les journées, ardentes au 8e mois. Les journées de peine, de poussière, de sueur. Mes poèmes sacrés et méprisés. La poésie, chez toi, est un travail physique, une collaboration avec la terre et les saisons. Trancheuse de lombric, je me rappelle tes vers, la fourche à la main, les lombrics grouillant dans le fumier mûr, prête à amender le futur champ de patates. Ma maladresse avec les outils m'irrite. Nulle délicatesse du langage ne saurait la compenser. Pire, je crois que les heures passées à affiner ce dernier alourdissent encore la conscience de ma propre vanité. Écrire des livres n'a jamais nourri personne. Voilà la vérité première. Comme beaucoup d'autres à la campagne, Angela, tu donnes au labeur, à l'effort, une valeur supérieure. Dans l'un de tes poèmes, tu t'en prends à un ivrogne imaginaire qui, passant sa vie à boire plutôt qu'à travailler, peut néanmoins être pris en charge par la santé publique quand il en a besoin. Tu l'opposes au paysan vertueux qui se tue à la tâche et ne demande rien à l'État français qui lui prend tout en retour. Si tu savais comme ce discours m'est familier. Un vrai discours de chouan. Des valeurs paysannes qui nous sont restées, certaines font aussi le lit de notre aliénation. Ici, le mépris pour les bons à rien, les chômeurs et autres fainéants est immense. On n'aime pas tellement non plus les gratte-papier, les mâcheurs de bave, ceux de Paris ou de Bruxelles, ceux de la ville, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Et si jamais tu élèves la voix, on se dépêchera de t'intimer au silence par un « retourne donc bosser ». De l'exaltation du labeur à celle des racines, de la détestation des fainéants à celle des étrangers, il n'y a qu'un pas, et il est vite franchi. Alors venons-en à ce qui fait mal, Angela. Dans tes mots, je retrouve une partie de ce qui nous dévore, notre fond bilieux. Tu pensais que notre salut résidait dans la pureté de nos racines et le maintien d'une foi absolue, que le passé, le grand passé des Celtes, contenait toute la sagesse à laquelle nous devions nous tenir. Qu'importe qu'il fût le fruit d'un fantasme racialiste propre au XXe siècle. Feyza Braise, Angela, foi et Bretagne.
d'après le nom du journal de l'abbé Perrault, que tu aimes d'ailleurs à citer. L'abbé Perrault, issu comme toi d'une famille de paysans, prêtre catholique et fervent partisan de la cause bretonne dans son versant collaborationniste et profondément antisémite. Dès 1940, dans cette publication que tu dis lire avec assiduité, il y rappelle d'ailleurs que la Bretagne, sous l'impulsion de Jean Le Roux, fut la première en France à expulser les Juifs en 1240, et il en réaffirme la législation attenante selon laquelle nul ne doit être accusé ou traîné en justice pour les Juifs tués. L'abbé Perrault prend les jeunes des Bagadouze-Tourmes, la milice du Parti national breton, sous son aile. Il dénonce et incite à la délation, s'en prend aussi aux communistes et résistants bretons, lesquels finiront par l'assassiner en 1943. Mais son héritage perdure. Dès l'année de sa mort se crée la Bézène-Perrault, une unité de combat bretonne qui rejoint les nazis. Qu'a-t-on fait de tout cela quand, à la fin des années 1960, tu cites l'abbé Perrault, Angela? Qu'a-t-on fait de notre histoire? Comme partout ailleurs, ses aspects les plus honteux sont déjà recouverts d'une bonne dose de merde, sous laquelle on espère les voir se désagréger, quand, en réalité, on en nourrit les ferments. Ce sont eux qui poussent à nouveau sous la forme de croix gammées et de croix celtiques peintes ici et là, de lieux d'accueil de réfugiés empêchés d'ouvrir, ou d'un tract distribué dans les boîtes aux lettres et qui dit « Homme blanc, tu en as assez de voir les Juifs détruire ton pays par l'immigration, la dégénérescence pédo-LGBT et la guerre ?» Faut-il s'en étonner? C'est toujours la même affaire. Partout où l'on exalte les racines, on opprime celles et ceux à qui l'on considère qu'elles font défaut. Celles et ceux dont on considère qu'elles appartiennent à un ailleurs et qu'il s'agira de renvoyer là-bas, ou celles et ceux dont on considère qu'elles n'appartiennent nulle part, dont il s'agira alors de se débarrasser pour purifier le monde. Mais d'autres histoires ont survécu. Je pense à tout ce qui suinte entre les lignes du Gwenadu, le drapeau breton, et je regarde la Beluette, mon enfant étincelle, danser sur l'herbe devant la maison. Cette dernière recouvre ce qui fut longtemps une cour de battage. On n'y peut rien planter dont les racines demanderaient à creuser plus profond, elles auraient tôt fait de mordre les cailloux. Habillé d'une robe de fée, l'enfant joue à transporter des bouteilles de cidre dans son tracteur à pédales. Les racines de ses aïeux et aïeules ont été empêchées de creuser la plupart des terres qu'elles ont foulées. Elles se sont construites autrement, dans l'exil, malgré les persécutions, en Lituanie, au Portugal, au Maroc, en Égypte. Petite fille juive et bretonne, n'en déplaise à la soi-disant pureté de tes racines celtes. Autant d'identités avec lesquelles elle rentre peu à peu en relation. Mais si on est bretonne, maman, pourquoi tu parles pas breton ? M'a-t-elle demandé récemment, alors que je lui parlais de toi. Me voilà embarquée dans une explication sur les langues et l'identité. C'est que moi, tu vois, Angela, je ne suis pas une bretonne de ta langue. Je suis de l'autre, le gallo, la langue bâtarde, mêlée de français et de latin, deux langues d'oppresseurs qui fécondent un curieux baratin de benets, une litanie de ploucs qui n'inspire aucune fierté, pas même celle de la résistance à la domination. C'est peut-être pourquoi ton exaltation des racines celtes me laisse de marbre. C'est peut-être aussi parce que, bien que vous ayez vécu des vies sibyllaires, à la même période et dans des lieux peu éloignés, mes aïeux se sont tenus loin des fantasmes nationalistes. Communiste, bouffeur de curés, mon arrière-grand-père ne s'est jamais senti concerné par la grandeur de la Bretagne, ni par celle de la France pour laquelle il avait connu les tranchées en 14-18, constituant, avec le reste des Bretons mobilisés, un des contingents les plus tués. 2. L'adjudant et historien Marc Bloch, futur résistant, dit qu'ils font de bien piètres soldats, incapables de se comprendre les uns les autres tant leurs dialectes diffèrent.
Doux et résigné, on eût dit qu'il vivait en dehors de notre monde, écrit-il. Inapte à la guerre, mon aïeul en est revenu amer, et quand celle-ci a de nouveau frappé à leur porte, en 1940, il a eu tôt fait de choisir son camp, en accueillant les fuyards du STO et en ravitaillant le maquis le plus proche qu'avaient constitué ses neveux. Je n'aime pas les histoires de héros. Elles servent trop les prises de pouvoir, dépossédant les puissances collectives. Je crois au sens d'une vie pleinement responsable du lieu qu'elle habite, en réciprocité avec tout ce qui le compose. Mais les paysans et les paysannes, quoi qu'ils et elles aiment à en penser, ne sont pas imperméables aux affres du monde. Il n'y a de pureté ni dans les racines, ni dans l'héritage paysan, Angela. Tu as défendu la paysannerie et l'essence de la race celte. Nous avons perdu la paysannerie et gardé les fantasmes racialistes. Ce sont même eux qui, finalement, ont permis d'achever le monde qui était le tien et auquel tu as donné ta vie. Dès la prise en main de la modernisation du modèle agricole par la vieille noblesse bretonne, laquelle adhère pleinement au projet pétainiste, c'est depuis la Bretagne que se posent les bases de la politique agricole de Vichy, le gouvernement collaborationniste offrant en retour une première loi sur l'uniformisation du breton. Bien des années plus tard, alors que les mastodontes de l'agro-industrie bretonne que sont Intermarché ou Leclerc continuent à s'imposer sur tous les territoires, tandis que le remembrement déroule son implacable rouleau, c'est encore cette période qui leur donne sa bénédiction. En janvier 1976, une lettre du syndicat de défense et de promotion paysanne au ministre de l'Agriculture le rappelle. Ce remembrement rural, autoritaire et dévastateur, se fait de force contre la majorité des cultivateurs de la commune, imposé par la direction départementale de l'agriculture qui se réfère à la loi du 9 mars 1941 datant de l'occupation nazie. Ce remembrement antidémocratique détruit non seulement nos fermes, mais aussi les gens qui y vivent, et ne peuvent être que révoltés devant les injustices et destructions de toutes sortes commises par l'administration qui, elle, touche des pourcentages ou rémunérations accessoires sur tous ces travaux. La fabrication d'une identité unifiée et fantasmée, à laquelle a travaillé une partie du mouvement breton, est allée de pair avec la disparition des formes de vie ancrées, multiples et indisciplinées, qui faisaient les cultures paysannes bretonnes. Comment appartient-on, Angela ? Sommes-nous seulement définis par un rapport d'héritage du passé et de nos aïeux ? Selon la halacha, la loi juive, on hérite de la judéité par la mère. Voilà sans doute une loi que tu ne contredirais pas, toi qui as hérité de ta ferme, la colonne vertébrale de ton existence, par ta propre mère. Mais ce que la menace de la disparition, comme le joug de la domination, mettent en mouvement, c'est aussi l'hypothèse du futur, sa nécessité. Qui mieux que toi le savait lorsque tu grimpais sur tes talus, faux à la main, pour empêcher les bulldozers de se livrer à leur sinistre travail d'arasement. Nous sommes autant agis par les impératifs du passé que par ceux de l'avenir. Notre responsabilité se joue à l'endroit de leur rencontre et dans les lieux que nous habitons. A fortiori dans un monde à l'agonie où notre survie dépendra de notre façon d'habiter et d'appartenir. De ma fille, j'hérite donc de la judéité, parce que son existence d'enfant juive sur une terre bretonne n'est pas et ne sera jamais négociable. Récemment, pour l'anniversaire de sa création, un magazine breton mettait en couverture un enfant métis vêtu d'un habit traditionnel et portant un gwenadu. La parution du magazine a été suivie d'une avalanche d'insultes et de menaces, les héritiers de l'abbé Perrault croyant toujours pouvoir revendiquer un quelconque droit sur l'identité bretonne. Y réagissant, le rédacteur en chef du magazine, Gaël Briand, affirmait qu'être breton, c'est avant tout un sentiment d'appartenance, pas une affaire de sang. Cette explication me permet de penser à un rapport à la terre qui ne s'inscrive pas dans une revendication des racines. Les traditions se fichent du sang, ça j'en suis convaincue. Pour l'historien Francesc Favreau, en Bretagne,
Le sentiment d'appartenance se réfère d'abord à l'attachement à un lieu, avant d'être une référence à une culture, une histoire, une ethnicité, une langue. On peut alors se demander qui habite le lieu et comment prendre soin ensemble de notre milieu de vie, à l'inclusion de tous ceux, de toutes celles et ceux qui le partagent. Le feu, sans doute, a délaissé sa cible rouge. L'eau, sa robe de couleur du temps, s'embrassant sous la terre dure. Ils se sont fécondés en se battant, pour qu'éclate de la lumière terne un fils adultérin dans le ciel du printemps. Corps couvert de nuages virils comme un mont, trou fait par l'oiseau par où s'ouvre le souffle. L'été souffle dans ses énormes poumons, le grand soleil brise 1000 nuits en 1000 morceaux. Folle de lune bleue d'étoiles noires, dans ses bas-fonds visages coupés en deux, le bleu du ciel dans la torpeur du lac, où joue une source et son murmure, dans ces grottes de vie de ressac silencieux, avec un rêve liquide qui ressuscite les cimes, lui, couronné de paix et de verdure, lui, bonheur d'oiseau, lui, blanc de fleurs, lui, nourri de colère et fort de chaos. Tant que dure en lui le combat des éléments, le tronc rude dans le pic de sa cime, dresse ses nœuds, ses fourches, ses torsions, qui, en poussant de cassure en cassure, reste victorieux, ingénieux édifice, pour que dorme dans l'automne de sa couleur le feu qui le constitue, semblable à celui de l'homme qui saigne et du soleil qui meurt. Nous ne sommes propriétaires de rien. Nous avons seulement l'usage des lieux qui sont les nôtres. Comme tu avais le tien de la ferme où tu as vécu toute ta vie, Angela. Que tu fus bretonne depuis des générations n'y changeait rien, quoi que tu aies pu en penser. C'est ta capacité à prendre soin du lieu, à écouter la terre, à honorer tout ce qui l'habite, qui te donne toute ta légitimité et ta puissance. C'est là qu'est la poésie. De toi et du passé, je voudrais apprendre l'amour de la terre et les gestes qui lui sont nécessaires. Ce qui rend toujours le nom breton désirable, lui donne sa qualité d'âtre accueillant. De ma fille et du futur hypothétique que j'aimerais lui donner, je veux apprendre à tisser les mots d'une poésie habitacle, d'un monde partagé où les racines sont ce qui vient de nos possibilités d'habiter pleinement les lieux qui sont les nôtres, à partir de la multitude des héritages qui les composent. Une poésie de parelles, de fleurs des fossés, aux racines profondes et aux fleurs fécondes, à l'existence sans cesse renouvelée, irruptive. Envers et contre tout, là où naît l'amour, à l'opposé de ce qui prétend nous administrer, nous trier, nous ordonner. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature etc. Direction Aurélie Olivier. Direction adjointe Mathilde Recton. Ingénieur son Lucie Pillou. Marraine des Parleuses Chloé Delhomme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Rizzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Barambourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Jan Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la métropole européenne de Lille et la ville de Lille.